Bonjour et bienvenue pour cette quotidienne du 13 décembre. Au menu et au sommaire aujourd'hui, à Nyon, 3 potagers sont pollués. La municipalité a pris la décision de les fermer et on en parlera avec notre invité Pierre Valenne, municipal en charge de l'environnement. Bonjour, merci beaucoup d'être en notre compagnie. En culture, rencontre avec Carlos Leal, lauréat du prix Focal de la ville de Nyon 2023. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Eh bien, c'est lui, chanteur d'un célèbre groupe de rap nommé Sens Unique. Alexandre est allé à sa rencontre pour visiter son exposition intitulée « Nous avons tous rêvé d'Hollywood ». Et puis on finira avec le sport et nos invités, Daniel Blas, président du HC Nyon, et Thiago Simoes, vice-président du club, qui prépare ses 50 ans tout prochainement. Place à l'actu et à ses potagers. Je le disais, 3 potagers de Nyon sont pollués. La municipalité a pris la décision de les fermer début du mois. Alors on parle notamment des jardins de Bourgogne, du jardin collectif en permaculture de la Villa et des jardins situés, des potagers du château. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Pierre Valenne? Comment est-ce que vous avez déjà découvert que ces potagers étaient pollués? Alors, j'ai commencé par un tout petit peu d'histoire. Moi, j'étais au conseil communal depuis quelques années. Et je me souviens qu'au moment où on a bâti le parking de la Duche, il y avait à la place du parking des potagers qui ont disparu au motif pour créer le parking. En passant, la terre de ces potagers était polluée et nous avons dû donner une rallonge à la municipalité à ce moment-là pour dépolluer ces terres qui sont parties en décharge pour quelques centaines de milliers de francs. Et ça veut dire que pratiquement depuis 20 ans, on n'a pas créé de nouveaux potagers à Nyon. Au contraire, à ce moment-là, on a perdu quelques millimètres carrés des potagers de la Duche. Et la municipalité actuelle s'est dite qu'il fallait augmenter la surface du potager parce que ça correspond à une vraie demande des Nyonnais et des Nyonnaises. On a aujourd'hui environ 3500 mètres carrés de potager cultivés par quelques 180 jardinières et jardiniers. Et on a une liste d'attente de 120 personnes qui attendent qu'on leur mette à disposition des potagers. Nous sommes donc à la recherche de surface. C'est assez compliqué parce que le territoire propriété de la ville est relativement restreint et très souvent occupé. Donc on a prospecté aussi un peu chez les privés. Nous avons trouvé quelques parcelles qui nous intéressent beaucoup. Les négociations sont en cours avec ces propriétaires privés. Mais surtout à cette occasion-là, nous avons fait quelques analyses des terrains que l'on convoitait. Et nous en avons profité pour vérifier l'état des potagers que l'on met à disposition des Nyonnais et des Nyonnaises pour cultiver. Et c'est effectivement trouvé que 3 des 8 jardins potagers que la ville met à disposition sont pollués avec des pollutions diverses. Donc ça veut dire que ces 3 potagers sont pollués, mais est-ce qu'il y a le risque que les autres le soient aussi? Est-ce que ces recherches sont encore en cours ou c'est terminé? Alors non, on a analysé les 8 potagers et sur les 8, 3 sont pollués. Un peu pollué, on y reviendra certainement, alors que les autres, pas du tout. Alors, très bien, on va expliquer justement un peu pollué parce que vous avez fait appel notamment à la médecin cantonale. Quel est son rapport? Alors, d'abord, et ça dépend pas, ça dépend que partiellement du médecin cantonal, il y a différents seuils de pollution. Il y a 3 seuils, 3 degrés de pollution, et il se trouve que les potagers de Nyon, les 3 sites pollués, sont à un niveau intermédiaire où il est conseillé de prendre des dispositions, mais il n'y a rien d'obligatoire. Cela veut dire que les risques sur la santé sont possibles, mais non absolument avérés, et qu'on peut prendre, par principe de précaution, des mesures pour éviter un éventuel problème. Donc on est dans cette situation intermédiaire, un peu inconfortable d'une certaine manière, mais en même temps rassurante, un peu inconfortable pour la municipalité qui s'est demandé est-ce que l'on agit ou est-ce qu'on n'agit pas, parce qu'on n'avait pas d'obligation légale d'agir. Quelles sont les mesures que vous avez prises justement? Alors les décisions, elles sont assez radicales. La première, c'est que nous avons informé les personnes qui cultivent ces jardins que les potagers seraient fermés à partir du 1er décembre et que l'on allait dépolluer 2 sites qui sont les sites de Bourgogne et de la Villa. La dépollution, peut-être qu'on y revient tout à l'heure, et que malheureusement les jardins du château allaient être fermés à la culture potagère parce que, a priori, pour dépolluer un sol, la manière la plus évidente, mais qui n'est pas la plus simple, c'est d'enlever 40 cm de terre végétale et pour l'envoyer dans des décharges spécialisées pour traiter ces terres, ça coûte par ailleurs extrêmement cher, et pour ramener de la terre végétale de la même épaisseur.
Il se trouve que les jardins du château sont inaccessibles, puisqu'ils sont entourés de hauts murs de très haute dimension. C'est-à-dire que l'évacuation des terres, comme la remise en place, aura nécessité un apport de terre avec des hélicoptères. Si vous multipliez 40 cm par 700 mètres carrés, ça fait beaucoup de mètres cubes à transporter par hélicoptère. Ouais, impossible donc d'enlever, c'est surtout de dépolluer ces terrains sur la place du château, sur les jardins du château. Oui. Mais vous me disiez, Pierre Vallène, que c'est un vrai crève-cœur pour les habitants qui habitent autour, qui en ont fait véritablement des lieux de vie, des habitudes, des routines de cultiver ces potagers. Il y a effectivement, nous avons invité les personnes qui cultivent ces différents jardins à des séances. Nous avons fait 3 séances par jardin parce qu'il y avait 3 types de pollution différentes et aussi avec ensuite des mesures prises qui étaient différentes. Une avec la Villa, vous l'avez rappelé, une séance avec Bourgogne et une séance avec les cultivateurs des potagers du château. Et est ressorti très fort lors de ces présentations, puis discussions et questions, l'attachement qu'avaient les personnes qui cultivent, pour certaines depuis plusieurs dizaines d'années, non seulement pour le plaisir de cultiver sa propre nourriture, mais aussi pour la vie effectivement sociale qui se développe avec des gens qui se connaissent depuis des années et qui partagent pour une part, certainement, la passion du jardinage, mais aussi le plaisir d'être ensemble. Ouais, donc vous disiez qu'il y avait l'objectif de trouver plus de terrain, de terres à cultiver à Nyons. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des pistes qui sont justement envisagées pour ces habitants de Nyons et surtout ceux qui sont à côté du château? Alors, nous étions partis tranquillement pour doubler nos 3500 mètres carrés de potager pour répondre à la liste d'attente. Nos plans se modifient puisqu'il y a une première urgence qui est de retrouver des potagers non seulement de manière définitive pour celles et ceux qui le souhaiteront, qui sont aujourd'hui au château, mais aussi pour ceux qui sont à Bourgogne et à la Villa, puisque, en tout cas, au minimum pour la saison 2024 de culture, il n'y aura pas de culture possible à Bourgogne ni à la Villa. Donc on doit retrouver pratiquement 3000 mètres carrés de surface en urgence, pour si possible, et c'est notre ambition, notre travail, mettre à disposition des personnes qui le souhaitent, 3000 m² de terrain disponible d'ici le mois de mai 2024. Et ces solutions, ces pistes-là, justement, en urgence et à trouver, ça serait lesquelles? Est-ce que vous pouvez déjà ça, vous ne le saurez pas. On ne saura pas, d'accord. Non, vous ne le saurez pas parce que, non, parce que nous sommes en discussion avec les propriétaires concernés. Nous avons 2 fois 2000 m² sur des parcelles privées. Et avant de dire quelles pourraient être ces parcelles, quels pourraient être ces propriétaires, nous souhaitons finaliser la convention qui lierait et qui liera, je l'espère, la ville et ses propriétaires. Donc des partenariats publics-privés, on va dans ce sens-là ? Alors c'est une forme de partenariat public-privé et nous avons de belles idées pour développer effectivement ces partenariats public-privés, non seulement pour les potagers, mais pour des aménagements en faveur de la biodiversité et la couverture végétale de notre ville. Donc trouver plus de potagers, et vous me parliez tout à l'heure de ces terrains qui vont être finalement assainis. Combien ça va coûter à la ville justement par rapport à ces potagers de Bourgogne et de la Villa? Alors je vous expliquais que la dépollution, une manière de faire, c'est d'évacuer la terre et d'en remettre. Il y a d'autres manières qui existent, que l'on examine. Il y a par exemple la possibilité que des bactéries absorbent, ne me demandez pas le détail, ces pollutions et permettent, dans une durée qui est encore à vérifier, ça dépend du type de pollution, de vous rendre un terrain vierge de pollution. Et si cette solution est possible, c'est évidemment celle que nous privilégierons, parce qu'elle sera meilleur marché et moins invasive, parce qu'il n'y a pas besoin de transporter des terres. Combien ça coûte? Pour vous donner une idée, les 2000 m² de Bourgogne, rien que la taxe de décharge est estimée à 250 000 francs. C'est-à-dire qu'on a payé 250 000 francs, pas pour déplacer les terres ni pour en acheter de la nouvelle, mais simplement pour que cette pollution, quand elle est mise en décharge, ne pollue pas les nappes phréatiques. Donc c'est plusieurs centaines de milliers de francs. Plusieurs centaines de milliers de francs pour une remise de terrain, notamment, vous m'avez dit, au printemps 2024, c'est ça? Pardon, si j'ai dit printemps 2024... Pour retrouver le terrain début 2024. J'ai dit une grosse bêtise. L'objectif, c'est de mettre, si je l'ai dit, l'objectif, c'est de mettre à disposition des surfaces provisoires pour la saison 2024. Très bien. Et de voir comment on va dépolluer les sites, parce que si l'on passe par des bactéries, ça prendra certainement un peu plus de temps. Donc le calendrier pour la suite est encore à déterminer, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons tout faire pour mettre à disposition de ces cultivateurs et cultivatrices des surfaces dès la saison 2024, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interruption.
c'est une petite consolation. Il va falloir se déplacer, peut-être pour certains un peu plus, mais c'est une solution qui est sans doute meilleure que de rien faire pendant 1 ou 2 saisons. Ouais, une question un peu plus large, Pierre Valenne, parce qu'on a appris du côté politique que le Conseil des États a définitivement rejeté le contre-projet du Conseil fédéral à l'initiative en faveur de la biodiversité. Le peuple aura donc son dernier mot. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en matière de biodiversité, potager, justement, tout va à l'encontre peut-être de vos envies et de votre cahier des charges en tant que municipal de l'environnement ? Et surtout, ce n'est pas tellement la question de mes envies que la question de où l'on peut agir aujourd'hui lorsque l'on est membre d'une municipalité, d'une ville comme la ville de Nyon. C'est d'abord de comprendre quel est le besoin des gens. Quand je vous dis qu'il y a une liste d'attente de 120 personnes, il n'y a pratiquement que la moitié des personnes qui ont envie de cultiver un potager, ils peuvent le faire. C'est extrêmement important, d'une part parce que ça apporte un peu de légumes et de fruits à manger, donc de réduire ses dépenses. Mais c'est aussi que je suis convaincu que lorsqu'on cultive soi-même un potager, on a notre rapport avec les fruits et les légumes que l'on mange, et sans doute qu'ils finissent un peu moins souvent à la poubelle que le 30% d'alimentation qui finit malheureusement dans les poubelles. Donc cette décision du Conseil des États, ça vous semble un non-sens aujourd'hui ? Alors, donc je pense que une certaine partie de la population, en tout cas, a envie de cultiver ses potagers et a envie d'être plus attentif à notre environnement. Par ailleurs, l'effondrement de la biodiversité est une catastrophe qui s'annonce, mais de manière très silencieuse, très sournoise. Elle touche pour la majorité des petits insectes que l'on ne voit pratiquement pas, mais qui sont au début de la chaîne alimentaire et dont on mesure très mal encore aujourd'hui quels seront les effets, non seulement pour la vie sur Terre, mais en particulier pour les hommes qui sont complètement dépendants de cette vie, de cette biodiversité. On n'en a malheureusement pas conscience, parce qu'on a pendant très longtemps estimé qu'il y avait sur cette Terre des nuisibles qu'il fallait exterminer et que l'homme tout-puissant pourrait comme ça détruire toutes sortes de choses ou exploiter jusqu'à n'en plus finir toutes les ressources. On se rend compte que l'on s'est trompé. Et les conséquences des fondements de la biodiversité sont très mal comprises du grand public et des politiques, visiblement. Pierre Valenne, municipal en charge de l'environnement pour la ville de Nyon. En tout cas, on voit votre passion, tout ce qui concerne l'environnement. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à vous. À très bientôt. Merci. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. À présent, place à la culture et rencontre avec Carlos Leal, l'ancien chanteur du célèbre groupe de rap Sens Unique. Passionné de photographie, s'est lancé sérieusement dans cette passion en 2020. Aujourd'hui, il expose dans différentes galeries, notamment à Paris et en Suisse. Et chez nous, il est actuellement à la Galerie Focal, qui lui a décerné le prix Focal 2022. Alexandre est allé à sa rencontre pour découvrir son projet intitulé « Nous rêvons tous d'Hollywood ». La main posée comme ça sur le mur, tu sais, quand ils se font arrêter. Depuis toujours, le cow-boy, il a toujours été manipulé par derrière. C'est une image très forte qui singularise, je crois, la solitude. Bonjour Carlos Leal. Salut. Alors on est ici à la Galerie Focal parce que vous présentez cette exposition photo. Nous avons tous rêvé d'Hollywood. Sur votre parcours, on vous connaît en Suisse en tant que rappeur Sens Unique, on se souvient, oui. Acteur ensuite à Hollywood. Mais alors on ne vous connaissait pas photographe, Carlos Leal? Eh bien oui, ça c'est depuis peu, disons 4 ans à peu près. J'ai toujours été passionné par la photographie, mais il se trouve qu'il y a 4 ans, durant le Covid, alors que certaines personnes apprenaient à faire du pain ou à jouer de la guitare, moi j'ai eu tout à coup l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau et surtout de me challenger en me donnant la possibilité de nouveau d'avoir un point de vue, un esprit critique, en prenant un appareil photo et en photographiant la vie autour de moi. Le métier d'acteur ne me donne pas la possibilité, si tu veux, d'avoir un jugement ou d'avoir un esprit critique, un œil critique sur la société. Alors que lorsque je fais des photos, j'ai mon petit mot à dire. Alors c'est quoi justement ce mot à dire? Tout d'abord, en tant que rappeur, on était des journalistes urbains. Je pense qu'un rappeur, ça se définit comme un journaliste urbain. Décrire le monde autour de toi. À partir du moment où j'ai pris un appareil photo, tout d'abord, je me suis intéressé à l'esthétique de la ville dans laquelle je vis en ce moment, à Los Angeles. Et très rapidement, je me suis dit, bon, c'est super, it looks like cinema. Mais j'avais ensuite envie de montrer un petit peu le contraste. L'envers du décor, en fait. Ouais, bien sûr. Le contraste entre la fantaisie hollywoodienne, dans laquelle je vis un peu, pour ma part,
et j'ai de la chance, et en fait la réalité dans les rues de Los Angeles, et notamment la réalité des gens sans abri. Et avec le plus de pudeur possible, j'essaie le moins possible de montrer ces visages, mais par contre j'essaie d'apporter une sorte de touche poétique en fait dans cet univers. Alors cette photo s'appelle Slum Queen. Il me semblait qu'il me manquait quelque chose de fort et d'iconique. Donc je suis parti dans le quartier de Squid Row, qui est donc un quartier dans les downtown Los Angeles, qui est un quartier qui n'est habité que par des sans-abri. Et pendant 2 heures, j'ai tourné, j'ai essayé de trouver quelque chose. C'est assez dangereux de se balader avec un appareil photo là-bas. J'ai vu cette image, cette femme avec une couverture rouge sur elle, une couverture bien sûr déchirée, sale, avec des débris, c'est de la poubelle quoi, en gros. Cette femme qui parlait tout seule au mur. C'est une image très forte qui singularise, je crois, la solitude. Un après-midi de la semaine, j'amène ma fille au cinéma pour voir Encanto, un film Disney. On prend la voiture pour aller à downtown. Et au loin, je vois un gros nuage de fumée noire. Je me dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est? Donc je suis sur l'autoroute. Et on arrive au niveau de ce feu qui se trouve donc sur l'autre voie. Et ce que je vois, en fait, c'est un sans-abri qui brûle des affaires, qui, je ne sais pas s'il brûle sa tente, s'il brûle ses fringues. Et c'est là que j'arrive devant ce building avec cette enseigne, Fearless. Et je me dis, mon Dieu, là, j'ai quelque chose d'assez exceptionnel. Donc je sors de la voiture, je commence à shooter, j'ai pas le bon cadre, je monte sur la voiture, ma fille me dit, mais qu'est-ce que tu fais, papa? Bon, et tout. Mais je me pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ce building? Il se trouve que c'est un de ces grands hangars dans lesquels ils font ces messes transmises à la télé avec des preachers, avec des light shows, de la musique et tout. En fait, God, ici, Dieu tourne le dos à la misère américaine. On était, après le Black Lives Matter Movement, je me suis dit, je vais juste photographier un détail. Et ce détail, c'est la main posée comme ça sur le mur, tu sais, quand ils se font arrêter. Et là, on a en fait une photo qui s'appelle The Cowboy Myth, le mythe du cow-boy. Moi, j'ai grandi avec le mythe du cow-boy. J'ai grandi avec l'idée que les cow-boys, c'était les gentils, les Indiens, c'était les méchants. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était du mensonge. Et aujourd'hui encore, Hollywood nous ment avec des super-héros. Mais en fait, depuis toujours, le cow-boy, il a toujours été manipulé par derrière. Cette casquette de photographe, on peut quand même dire maintenant, vous êtes aussi le prix Focal 2023. Ouais. Donc ça donne quelque part une crédibilité à votre travail. Ce qui comptait, c'était pour moi, en fait, c'était pour ma propre santé mentale, de sortir pendant des heures, faire des photos, être seul, ne dépendre que de moi. Et rentrer parfois avec une seule bonne photo, ça me procurait un plaisir extraordinaire. Donc déjà, c'était une sorte d'équilibre pour ma propre vie. Et c'est vrai que la crédibilité d'un prix comme le prix Focal, ça m'apporte tout d'abord beaucoup de joie. Je suis absolument honoré. Et c'est vrai que dans la vie, il est toujours difficile de changer de casquette. C'est toujours difficile aussi d'en porter 3 à la fois. J'ai déjà fait l'expérience lorsque je suis passé de rappeur à comédien. J'ai eu beaucoup de critiques, beaucoup de gens se sont dit « Oh là là, lui, qu'est-ce qu'il nous fait ?» Surtout qu'il va à Hollywood, en plus, pour un Suisse qui va à Hollywood. Ouais, et puis voilà, après, il faut du temps pour prouver que tu en as la capacité. Moi, j'ai toujours aimé la photo, j'ai toujours eu peur de prendre un appareil photo. Aujourd'hui, je n'ai plus peur, grâce justement un petit peu à une reconnaissance publique. Et je vais continuer. Oui, j'allais dire, ça vous donne envie de continuer dans la photo, en fait, tout ça. Non, mais grave. Puis je suis passionné. J'apprécie beaucoup quand je fais un vernissage ici et que c'est bondé de monde. Et les gens sont touchés. Les gens voient la poésie dans ces photos qui viennent vraiment des bas-fonds. Et je trouve que c'est important. Eh ben, merci beaucoup, Carlos Leal, de m'avoir fait visiter cette exposition ici à la Galerie Focal, qui est à voir jusqu'à la fin de l'année. Merci beaucoup à vous et puis bonne suite à LA alors. Merci. Cool. Bye. Et place à notre plateau sport en compagnie de nos invités, le président et vice-président du HC Nyon, Daniel Blas, Thiago Siemaus. Bonjour. On est ravis de vous recevoir sur ce plateau pour parler de cet anniversaire symbolique, 50 ans. Alors que la compétition bat son plein, justement. Le HC Nyon est aujourd'hui 5e au classement après une défaite ce week-end face à Genève. Mais on va parler de cet anniversaire dont vous voyez l'affiche ici, les 50 ans, qui seront notamment un événement gratuit, un tournoi libre 3 contre 3. Alors ça y est, Daniel, le premier événement
est là. Le rendez-vous le 15 décembre prochain pour fêter les 50 ans du club. Comment ça va se passer exactement ? Ça va bien se passer déjà. On est très contents. Enfin, on démarre. On en a parlé la dernière fois ensemble sur le plateau. J'ai pas voulu divulguer les dates, on les avait pas. Donc la nuit du hockey, vendredi, dans quelques jours. On a envie vraiment de partager cet anniversaire avec le plus grand nombre. C'est ouvert à tout le monde. Il y a certaines conditions. Thiago vous les précisera. Venez avec votre équipement. On va organiser des matchs. On va partager du bon temps. Le plaisir de jouer ensemble le hockey, de fêter. On va souffler les bougies. Il y aura des gâteaux. On a d'abord une première partie pour les jeunes qui vont faire de 17h30 à 19h30. Et ensuite... les anciens et les adultes vont jouer jusqu'au bout de la nuit. Et on remercie la ville de Nyon qui nous autorise à jouer au hockey jusqu'à 2h du matin. Ah waouh, les anciens, voilà, une fête classique et à l'ancienne, ça fait plaisir. Voilà. C'est vrai qu'elle a un petit air classique, mais elle me plaît beaucoup, Daniel, Merci. C'est parfait. On plaisante, mais Thiago, c'est vrai que les 50 ans du club, c'est quelque chose. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Pour nous, nous, on est un peu les héritiers de tout ça. On était pareil, 50 ans, on a 28 et 29 à peu près. C'est vrai, c'est la génération qui suit maintenant pour les 50 ans à On n'était pas là il y a 50 ans, mais on peut bien imaginer l'ambiance pionnier et le plaisir de la glace et la passion. C'est ce qu'on veut faire ressortir dans cet événement aussi vendredi. Ouais, on parlait de passion, de surprise, notamment pour ce club, mais on parlait surtout d'un match de personnalité, Daniel Blas. Daniel Rossella contre un Gilles Davoine sur la glace. Ça, c'est l'affiche incroyable. On a déjà une date, le 2 février, donc on va avoir une belle soirée. On est en train de préparer les équipes. L'essentiel, c'est que notre key player, Daniel, dans son maillot, arbore la patinoire de Nyon, sera présent. Et on est en train de voir qui va être présent. Et vous vous rappelez, on a un deal. On a un deal, c'est vrai. Vous serez dans les buts, on va vous trouver un équipement et vous allez avoir un crash course pour être notre gardienne pour cette soirée, en tout cas une partie de la soirée. Donc l'idée, encore une fois, c'est de remercier tous les gens qui nous ont accompagnés durant ces 50 ans, puis Daniel en particulier qui est un des membres fondateurs, il ne faut pas l'oublier, du club. Donc on a vraiment envie de partager avec d'autres personnes. Là, vendredi, c'est avec le public, avec les jeunes. Et là, ça a été les personnalités de la région et de souffler aussi un gâteau le 2 février. Ouais, donc le but, c'est rassembler tout le monde, les passionnés de sport, de hockey, mais aussi de mettre à l'honneur et de rendre honneur à ces sportifs dont on voit ici à l'image. J'aimerais justement qu'on revienne un petit peu sur la compétition. Thiago, en votre compagnie, la compétition de 3e Ligue bat son plein. Je l'ai peut-être dit tout à l'heure, je ne sais plus, mais vous êtes actuellement 5e au classement avec une courte défaite concédée contre Genève Academy ce week-end, justement dont on voit les images à l'écran. Comment se passe cette saison pour le club ? Pour le club, ça se passe bien sportivement. Je veux dire, c'est toujours une ligue où la compétition s'améliore d'année en année. Je veux dire, ça se rajeunit pas mal. De notre côté aussi, toujours aussi jeune, même si mes vestes à l'ancienne. Et donc, franchement, au niveau motivation et ambiance dans le vestiaire, franchement, c'est au top. Maintenant, sur la glace, c'est vrai que collectivement, etc., on a des points qu'on sait qu'on doit améliorer. Ça se travaille sur la glace. Malheureusement, c'est denrée rare. C'est quoi ces points à améliorer, justement ? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Le jeu collectif, de manière générale, on n'a pas été épargné par les blessures. D'ailleurs, j'étais pas là non plus ce week-end. Non, on a à peu près sur chaque match, on a un blessé plus ou moins sérieux qui... Ça veut dire quoi, qu'on joue de manière plus violente au hockey ? Non, je pense pas. Après, il y a soit la préparation n'est pas à la hauteur, quand même, il y a plein d'éléments. Je ne voudrais pas dire. Après, non, on joue moins dur qu'avant. Les arbitres sont plus rigoureux, mais c'est vrai qu'on a enchaîné quelques blessures. On a quelques garçons qui sont passés par la case hôpital, radio. Ah ouais, quand même. Oui, on n'a pas eu d'opération, mais on a eu des absences de longue durée. Et pour revenir sur ce que disait Thiago, clairement le jeu collectif, on est quand même la seule équipe du championnat orpheline de glace, entre guillemets. Donc on a peu d'entraînement et on fonde vraiment notre jeu sur cette cohésion et sur l'expérience qu'on a. Et de temps en temps, la sauce prend plus ou moins bien. On a fait des super matchs, c'était juste incroyable de voir jouer les copains comme ça. Moi, j'en ai rien que des frissons à y repenser. Et des fois, comme hier soir, les gars, les 2 premiers tiers-temps, c'était pas ça, quoi. Ouais. On n'était pas dedans. On a surbondi sur le 3e tiers-temps. On est revenu à une unité de nos amis de Genève. Mais ça n'a pas suffi. Donc l'objectif, c'est quoi ? J'imagine quand même remonter un petit peu de cette 5e position au classement. Je pense qu'on peut viser une 4e place. Les 3 premières équipes vont être difficiles à aller chercher quand même. Il y a un petit peu un saut. Le trio de tête est quand même légèrement au-dessus. Je vous rappelle juste qu'on a battu les leaders actuels. On a battu Valorbe en début de championnat.
Donc quatrième, ça serait pas mal. Parce que quand on joue le play-off, ça nous positionne un petit peu mieux pour avancer dans la phase finale du championnat. Ça, c'est pour la compétition. N'hésitez pas donc à les soutenir aussi en bord de glace. Bon, vous avez bien noté les dates à la maison, le 15 décembre, et puis on en parlait tout à l'heure. Je crois qu'il y a plusieurs dates que vous allez nous mentionner à présent pour ces 50 ans du club. Le 15 décembre, dont on voit là l'affiche à la patinoire de Rive-Agnon, mais également le 2 février, et puis le 25 février avec un gala. Ça se passe où, quoi, comment ? Donc où est-ce qu'on s'inscrit? Oui, un tour de artiste. Après, dans les cages, sur la glace, patinage artistique. Donc le 25 février, le concept, c'est comme chaque année, c'est un tournoi de clôture qui s'adresse plutôt à nos écoles de hockey et de patinage artistique. Donc vous pouvez venir soutenir en bord de glace, mais sur la glace, là, les stars, ce sera l'école de hockey et les enfants. Le H-Chignon, et ça se mérite justement. Le 2 février, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le 2 février, je crois que c'est une date aussi importante. On peut prendre rendez-vous pour ces 50 ans du club. Le 2 février on sera sur la glace avec vous, on va jouer avec les personnalités de la région, on va fêter ça avec les gens qui nous ont accompagnés durant ces 5 décennies. Il y aura quelques-uns plus jeunes, j'espère, et on va partager un moment, souffler les bougies ensemble. Donc on se réjouit de retrouver. Bon, ça sera... On verra si on ouvre au public ou pas, mais je pense que ça sera vraiment un tournoi pour les personnalités de la région. Très bien. Et pour vous donner envie, donc, rendez-vous déjà ce 15 décembre. Daniel Blat, Thiago Simões, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Joyeux anniversaire au club, profitez bien. On se réjouit de souffler les bougies en votre compagnie. À tout bientôt. Merci beaucoup. Merci. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Belle suite de programmes. À tout bientôt.